L'île de la Réunion est devenue département en 1946, région en 1984, puis région ultrapériphérique en 1992. Mais quels sont les défis auxquels elle doit faire face à présent? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette causerie de la géographie dans la série Les Cartes pour le 4e opus de cette série absolument passionnante et pour laquelle je reçois Fabien Brial. Bonjour. Bonjour. Alors, Fabien Brial, je rappelle un petit peu brièvement, vous êtes docteur en droit et professeur agrégé de géographie à l'Université de La Réunion et vous nous avez proposé, à travers l'histoire de ces cartes, eh bien, de retracer également celle de l'île de La Réunion, notamment à travers votre magnifique ouvrage qui s'appelle La Réunion au fil des cartes et dont nous allons découvrir le visuel et la couverture qui est encore en vente. Donc j'invite tous ceux qui souhaiteraient l'acheter, l'acquérir, bien aller regarder ou le trouver dans différentes librairies, etc. En tout cas, c'est un magnifique ouvrage qui nous a servi de support lors de nos 3 précédentes émissions pour parcourir l'histoire de l'île de la Réunion depuis la première carte qui fait mention de la Réunion dans l'océan Indien au XIIe siècle jusqu'à, avec le 3e opus, l'histoire contemporaine de la Réunion de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour poursuivre cet extraordinaire voyage à travers les cartes avec la Réunion d'aujourd'hui et les défis à relever. Alors, quels sont ces défis ? Alors, vous avez eu la gentillesse de rappeler justement cet opus et puis les différentes statues de notre île. Alors je vous propose de regarder la carte d'aujourd'hui véritablement qui va témoigner un petit peu de ces différentes transformations. De nombreuses infrastructures ont été réalisées en effet ces dernières années et même si cette île elle reste en retard de développement au regard des indicateurs de l'Union européenne, c'est une île qui reste très pauvre dans sa grande majorité, on y reviendra, mais elle apparaît quand même riche et moderne par rapport à ses voisins géographiques. Ouverte sur le monde, elle bénéficie de réseaux de communication et de transport vraiment performants. Son éloignement reste considéré comme un handicap et elle est quand même pas encore totalement intégrée à son espace régional. Donc ça c'est un premier point sur sa situation. L'autre point qu'on peut voir aussi, c'est que vous avez au centre de l'île donc un grand parc national qui couvre 40% de sa superficie et donc on va avoir une concentration en réalité de ces aménagements sur les littoraux et je vais plutôt m'intéresser aujourd'hui sur véritablement les défis qui sont posés justement par cette inégale répartition de la population. Une population qui a comme première caractéristique sa forte croissance. Cette population, elle a doublé en 50 ans. On était à 450 000 Réunionnais en 1970. Plus de 900 000 Réunionnais vivent aujourd'hui sur notre île. Et donc, dans la perspective de ce qu'on a fait peut-être précédemment, on peut aussi faire de la prospective, c'est-à-dire s'intéresser aussi aux défis d'aujourd'hui qu'il y a à le relever pour la Réunion de demain, et qui, pour moi, s'articule autour d'éléments qui sont la vitesse de cette croissance démographique, qui nécessite une adaptation des infrastructures, la satisfaction aussi des besoins de cette population de plus en plus nombreuse, des besoins en énergie, en alimentation, en transport, en mobilité. Et donc je pense qu'on peut travailler autour et réfléchir à cela autour de 3 thématiques. D'une part, le défi de la croissance et du vieillissement de la population. Ensuite, le défi de cette répartition de la population sur ce territoire. Et enfin, le défi de la pauvreté de la population qui est souvent trop peu étudiée. Oui, alors c'est vrai que effectivement, lorsqu'on arrive à La Réunion, on est un petit peu bluffé, on va dire, par la qualité de ces infrastructures. On est probablement le département français ou la région française où on a la meilleure couverture en termes d'Internet, avec du haut débit, à peu près partout dans l'île. On est là, probablement la région française où il y a le moins de zones blanches. On a aussi des routes extraordinairement modernes, dont celle qui est la plus chère du monde, que l'on peut revendiquer aujourd'hui, ou presque, parce qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Donc c'est vrai qu'on a à la fois ce contraste avec une évolution qui semble avoir suivi le fil de l'histoire et puis un contraste au niveau des 3 défis justement que vous relevez. Alors on va commencer donc par ce défi de la croissance et du vieillissement de la population.
Alors, ce premier défi donc, de la croissance et du vieillissement de la population, je vous propose tout d'abord de le voir à travers donc, une pyramide des âges qui a été réalisée par l'INSEE et qui montre véritablement cette pyramide des âges en 2013. Donc, on voit la pyramide des âges de 2013 qui est ici, donc dans les couleurs pleines, et puis la projection sur 2030 et la projection sur 2050. On voit très bien que cette population, elle va s'accroître. Véritablement, et elle va véritablement pousser vers le haut, si je peux le dire de cette façon. Les Outre-mer, et la Réunion en particulier, renvoient tout d'abord l'image d'une société relativement jeune, à la démographie galopante. Alors cette population, elle était effectivement jeune. En 1967, il y avait plus d'un Réunionnais sur deux qui avait moins de 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un Réunionnais sur 4. Et en 2020, donc c'est 260 000 personnes qui ont moins de 20 ans. Et ces jeunes sont pratiquement 2 fois plus nombreux que les seniors, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 60 ans. Cette jeunesse de la population à La Réunion, elle s'observe parce que, enfin elle s'explique plutôt, parce qu'il y a une forte fécondité. Les Réunionnaises ont environ 2,5 enfants depuis les années 1990, avec l'importance des maternités précoces notamment que l'on peut constater. On voit sur cette pyramide des âges de 2013 des trous, en fait, que l'on va ici expliquer entre 20 et 40 ans, et qui sont en fait le départ des jeunes réunionnais qui ne trouvent pas d'emploi dans l'île pour la métropole ou d'autres territoires dans lesquels, le Canada par exemple, dans lesquels ils vont pouvoir trouver peut-être plus facilement du travail, une intégration plus forte. Et donc on observe de façon presque simultanée en fait un creux qu'on a tout en bas de la pyramide. Et donc on a aujourd'hui finalement moins de naissances que de personnes qui ont 40 ans ou 45 ans. Donc ça veut dire que la population, la pyramide est en train de se rétrécir par la base, hein, on le voit très très bien, et puis elle s'allonge aussi, on le voit simultanément vers le haut. Et donc ça signifie véritablement que cette espérance de vie, elle augmente, et surtout qu'on va avoir dans les prochaines années un vieillissement démographique très important. Et c'est là véritablement le premier défi, c'est croissance de la population et surtout ce vieillissement de la population. D'ici 2030, on devrait avoir un doublement de la part des 60 ans. On en avait 16%, on en aura plus de 16% en 2025, contre 10% il y a une dizaine d'années. Et donc on va assez rapidement avoir autant de personnes de plus de 60 ans que de personnes de moins de 20 ans, et surtout des plus de 75 ans. Le quatrième âge, hein, comme on l'appelle, on devrait avoir en 2050 140 000 Réunionnais de plus de 75 ans, il n'y en a que 35 000 aujourd'hui. Donc on voit véritablement que cette explosion, enfin cette pression démographique, c'est surtout une pression qui va s'afficher sur les personnes âgées et très âgées, et que c'est véritablement un défi majeur de cette population sur ce territoire, en termes d'accueil, en termes de soins, en termes d'accompagnement sur des âges où on est de plus en plus dépendant. Et pardonnez-moi, mais c'est vrai que ce qui est particulièrement frappant, c'est la rapidité avec laquelle se produit cette évolution par rapport au reste du territoire. Tout à fait. Alors, il s'explique donc par cet accroissement de l'espérance de vie, mais si je reviens sur la croissance de la population, je voudrais aussi juste préciser que contrairement à une image aussi qui peut être répandue assez rapidement dans le public, la croissance d'une population, elle s'explique de 2 façons. Par le solde naturel, la différence entre les décès, entre les naissances et les décès, et le solde migratoire, la différence entre les gens qui partent et les gens qui arrivent. Eh bien, la très grande partie de la pression démographique s'explique par cet accroissement de la population par le solde naturel. C'est-à-dire que c'est encore parce qu'il y a beaucoup de naissances à La Réunion que la population s'accroît fortement. Le solde migratoire a pu être négatif ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui partaient que de gens qui arrivaient. Hein. On le voit un petit peu sur cette pyramide. C'est une des explications de ce creux de 20 à 40 ans là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, le taux de fécondité il est de 2,43 enfants par femme, donc c'est encore une fécondité qui est au-dessus du seuil de renouvellement des générations, et donc qui explique grandement cette variation de la population. Alors si je reviens sur cette espérance de vie, je voulais juste vous montrer que en fait, ces dernières années, on a énormément gagné
dans cette espérance de vie. Vous voyez que ce sont, à partir de ce document, donc les courbes en gras, la courbe rouge qui explique l'accroissement de l'espérance de vie des femmes. En pointillé, c'est l'accroissement de l'espérance de vie des femmes en métropole. Et vous voyez qu'entre 1953 et 2017, cet écart il s'est considérablement réduit. On avait un écart de plus de 12-13 ans en 1953. Aujourd'hui, on constate que cet écart il s'est considérablement réduit. Donc, on a quasiment une espérance de vie identique à celle de la métropole. Hein. On est en train de la rattraper. Donc, ça aussi, ça contribue bien évidemment à la croissance de la population. Mais c'est surtout quelque chose de très positif parce que ça explique grandement que les Réunionnais, ils ont accès à une alimentation et à des soins de façon beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient en 1953. Et dans le bilan qu'on peut faire de cette époque, dont vous avez rappelé tout à l'heure l'évolution statutaire, départementalisation, régionalisation et puis région ultra-périphérique, là on a véritablement un des bienfaits, j'allais dire, de cette intégration de la Réunion à un espace qui lui permet de pouvoir être aussi un peu mieux équipé en matière médicale, en matière de suivi de tout ce qui va pouvoir concerner la santé ou encore de l'alimentation, même s'il y a encore de gros progrès qui restent à faire. Ouais, on voit bien. Là, donc on va se retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Alors, tout à l'heure, vous nous expliquiez que finalement, la partie centrale, 40% de notre territoire était occupée par le parc national, donc avec des limitations forcées au niveau de l'occupation humaine. Et donc, à présent, on va peut-être voir un petit peu comment va se répartir cette population qui augmente, justement. Alors, tout à fait. Alors, c'est donc la deuxième thématique que je souhaitais aborder ce matin avec vous, cette idée du défi de la répartition de la population sur un territoire de 2500 km². En fait, ce n'est pas véritablement sur 2500 km² quand on y regarde de plus près, puisqu'on a plus de la moitié du territoire qui est couvert par le parc national. Donc, on voit très très bien cette constitution progressive d'un anneau urbain dans lequel vont se concentrer la population, donc les résidences, les activités, vont aussi se concentrer les axes de transport qui vont permettre à tout le monde de pouvoir se déplacer, et à l'inverse, véritablement, quelque chose qui est beaucoup plus vide parce qu'il est préservé à l'échelle de ce territoire. Alors, on a ici, je voulais partager ce document assez récent avec vous de l'Agora, qui est l'agence pour l'observation de la Réunion. À la Réunion, si je dois synthétiser, à l'échelle de la Réunion, 50% de la population vit sur le littoral, 25% vit sur les mi-pentes, entre 150 et 400 mètres d'altitude, et dans les hauts, donc supérieurs à 400 mètres d'altitude, 25% de la population. Donc on voit vraiment que ce sont sur les littoraux, à moins de 150 mètres d'altitude, que se joue véritablement ce défi de la répartition de la population et ce défi démographique. Alors cette façon de représenter, moi, m'intéresse beaucoup. Enfin, vous voyez vraiment que cet espace-là, donc en dessous de 250 mètres et en dessous de 150 en réalité, concentre la quasi-totalité, enfin plus de 50% véritablement de la population, et que par contre dans les hauts, on a beaucoup moins de personnes. Alors je voudrais dire que l'explication de dire c'est difficile de vivre dans les hauts, c'est difficile de vivre en altitude, etc. C'est surtout un problème d'aménagement du territoire. Je voudrais rappeler à cet instant que les Alpes du Nord, par exemple, ou la Suisse, sont des territoires aussi de montagne avec des altitudes importantes, et que ce sont pour autant des territoires qui restent très peuplés. Donc en fait, il s'agit surtout de logique d'aménagement du territoire, il s'agit surtout de volonté politique de répartir cette population peut-être de façon plus harmonieuse sur le territoire et de limiter peut-être un peu les inconvénients qu'on a sur les bas, qui véritablement peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Et si je change de représentation et que je montre donc cette densité de population en 2015, on le voit très très bien, hein, on a des densités qui sont quasiment nulles sur quasiment la totalité de l'intérieur de l'île, et puis s'opposent justement à ces espaces qui sont très peu et qui sont très peu peuplés, ces espaces où il y a une très forte concentration de la population, c'est toutes les tâches que vous avez en orange et en rouge et qui sont concentrées véritablement sur les littoraux. C'est vrai que là, on se trouve forcément dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, donc,
on a des populations qui se concentrent majoritairement sur les littoraux. On sait bien qu'il y a une pression tout bêtement spatiale, hein, qui va nous permettre, qui va nous empêcher de pouvoir en installer encore davantage. Donc il va bien falloir développer les hauts avec l'augmentation de population qui se poursuit. Et donc, et en même temps, on a l'impression que finalement, l'ensemble des pouvoirs politiques ne se sont pas emparés de cette problématique pour anticiper le fait de développer les hauts. Oui, tout à fait. Et puis, on est confronté véritablement à cette volonté de préserver aussi un peu notre espace. En fait, la confrontation, si vous voulez, de différentes logiques, c'est-à-dire accueillir de plus en plus de Réunionnais sur des espaces dans lesquels ils peuvent vivre décemment. Donc aujourd'hui, on va plutôt privilégier la densification des centres-villes et un étalement limité des tâches urbaines, comme on va pouvoir le voir sur la carte suivante. Ces tâches urbaines donc, qui sont en vert clair et que vous voyez donc s'étendre vraiment tout autour du littoral et de façon quasi continue. Et puis la nécessité aussi de préserver des espaces agricoles. À un moment, on essaye d'aller vers de la souveraineté alimentaire ou de l'autonomie alimentaire. Il est essentiel aussi à La Réunion de pouvoir conserver un certain nombre de parcelles agricoles et de ne pas attaquer trop ou de rogner, si je peux le dire ainsi, les superficies agricoles pour cet étalement urbain. Et vous rajoutez à ça la volonté de préserver l'espace du parc national, qui est une préservation tout à fait légitime. Et donc là, on est sur des choix assez cornéliens, assez difficiles à résoudre pour les pouvoirs publics dans les années qui viennent. On voit assez difficilement, enfin c'est une vraie interrogation, hein, la possibilité de garder peut-être un parc national aussi étendu et d'empêcher véritablement les pouvoirs publics de légitimement dire qu'ils ont des besoins que la population a de façon légitime en termes d'habitat, hein, et de pouvoir vivre dans des conditions décentes. Et donc c'est un peu tout ça qui est un peu difficile. Et si je reste véritablement sur cette tâche urbaine, donc où va se concentrer la quasi-totalité de la population, eh bien ça va entraîner ce qu'on connaît bien évidemment très souvent, hein, les problématiques des mobilités. Les problématiques des mobilités, c'est-à-dire les déplacements que les Réunionnais font. 78% des trajets des Réunionnais sont des trajets entre le domicile et le travail. Et le soir entre le travail et le domicile. Donc ce qu'on appelle en géographie des mouvements pendulaires. Et ce sont ces mouvements pendulaires qui, aujourd'hui, posent véritablement le problème, parce qu'ils sont réalisés, bien évidemment, en voiture individuelle dans leur très grande majorité. Je rappellerai que les 3/4 des Réunionnais possèdent au moins une voiture individuelle. Donc on est en train, là aussi, de rattraper un petit peu le pourcentage qu'on a en métropole. Et à l'heure où, véritablement, on est en train de basculer dans les pays occidentaux sur l'idée de peut-être privilégier un peu plus les transports en commun pour éviter justement tout ce qui est lié à la voiture et à la nocivité de ces déplacements. À La Réunion, on a des intentions. Il y a la CAS Sud qui vient de voter la gratuité des transports en commun il y a 2 jours. Donc il y a véritablement cette évolution douce, j'allais dire, vers ce genre de choses, mais peut-être qu'il faudrait qu'elle soit peut-être un peu plus brutale pour que globalement, véritablement, on change nos comportements individuels et notre rapport à la voiture. Pour terminer, j'ajouterais que finalement dans notre île, avec cette concentration sur les littoraux, finalement, les distances, on ne les exprime plus lorsqu'on se déplace d'un point à un autre en kilomètres, mais en temps. C'est ce qui va m'intéresser le plus. Lorsque je dois me rendre de Saint-Pierre à Saint-Denis, les 80 km, que je les fasse à 8 h du matin ou à midi, ça fait toujours 80 km. Mais par contre, le temps, je vais le regarder avant de partir, parce que des fois, je mets 1 heure, et puis à certains moments, je mets plus de 2 heures pour faire exactement la même distance. Oui, tout à fait. Alors, sur cette carte, cette carte est très intéressante parce que là, on voit véritablement que ce qui a été développé, c'est essentiellement donc la circulation complètement dans les bas, et on a quasiment aucun circuit à mi-pente au niveau des routes et des trajets. Et en termes de transport en commun, c'est vrai qu'en dehors de transport en commun routier, c'est-à-dire via des bus, on n'a pas grand-chose à La Réunion. On a un essai de téléphérique à Saint-Denis qui a désengorgé une partie de nos quartiers, mais c'est vrai qu'on a encore assez peu de choses. On a des projets qui sont en train de se concrétiser, qui ont peut-être un peu modifié les aspects. Tout à fait. Et puis en fait, sur ces problématiques de transport, il faut travailler à différentes échelles. Il y a l'échelle du territoire tout entier, avec cet indispensable transport en commun qu'on attend depuis des années, je pense,
véritablement, à travers un tramway, enfin peu importe la façon dont on l'appelle, mais qui reprendrait finalement le tracé du train qui a été fermé donc il y a une cinquantaine d'années, parce que véritablement il y avait une fonction de transport aussi des passagers qu'on a abandonné au profit du tout voiture, et puis on a fermé ce chemin de fer il n'y a pas si longtemps finalement, mais peut-être que la réintroduction permettrait de solutionner un certain nombre de problèmes. On voit que des villes ont fait ces choix. On voit que des territoires en entier, enfin je pense au tramway qui vient d'être inauguré à l'île Maurice et qui permet la liaison entre Port-Louis et puis la grande zone d'activité qui se trouve au centre et qui est très performant aussi parce que l'île Maurice est un peu dans la même configuration en termes de saturation des réseaux routiers là-dessus. Et puis à une échelle peut-être plus locale où on voit des villes se tourner vers des transports comme le téléphérique par exemple. Vous avez souligné la performance de ce téléphérique effectivement qui est très utilisé. On avait quelques doutes peut-être au départ sur son côté utile, est-ce que véritablement les gens vont utiliser ça? Je pense qu'à partir du moment où vous avez un transport commun de qualité, qui est climatisé, qui fonctionne et qui est à l'heure, il n'y a aucune raison ensuite de privilégier la voiture. Les gens se tournent assez facilement vers ce genre de choses. Par contre, quelquefois, il faut leur imposer des contraintes. C'est ce qu'on voit par exemple dans certaines villes, Paris, mais aussi d'autres capitales européennes comme Rome ou d'autres villes, où globalement il y a des espaces qui peuvent être fermés à la circulation automobile, où on va limiter ou autrement la circulation automobile pour que les personnes radicalement changent de comportement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des Parisiens qui se plaignent de ne pas pouvoir utiliser leur voiture, mais il y a quand même une grande majorité de Parisiens qui sont très contents parce qu'il n'y a plus les problématiques liées au déplacement de cette façon-là, et ils arrivent quand même à l'heure sur leur travail. Mais oui, parce que les comas circulatoires dont on parle si souvent, ils concernent à la fois les automobiles, mais aussi les transports en commun type bus. Donc, tout à fait. Et puis il y a 20 ans, on parlait de congestion automobile, par exemple à La Réunion. Maintenant, on parle de coma circulatoire. Je rappelle qu'après le coma circulatoire, à moins de procéder très rapidement à une intervention urgente, généralement, on n'y arrive plus et on meurt. Donc je pense que c'est véritablement une problématique liée justement à cet accroissement démographique et surtout à cette répartition de la population sur le territoire. L'île Maurice est plus peuplée que La Réunion pour un territoire à peu près équivalent. Elle ne souffre pas d'autant, pour un tas de raisons, elle ne souffre pas d'autant de difficultés que nous sur ces questions-là. Alors maintenant, on va parler. Vous parliez de 3 défis à relever. Vous parliez également, vous avez évoqué donc les 2 précédents que nous avons vus. Et maintenant, nous allons un petit peu parler de la pauvreté de la population, parce que finalement, ça c'est quand même un défi très important à relever, auquel on ne s'attend pas forcément. On en parlait tout à l'heure avec autant de développement par ailleurs, d'infrastructures, etc. Tout à fait. Alors, j'ai voulu souligner sur un point qui me paraît essentiel. C'est ce problème de la population à La Réunion et qui est le défi de la pauvreté de la population. Pourquoi je le soulève? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la population, elle continue à s'accroître, qu'elle était mal répartie. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer là, c'est que cette population, elle a comme caractéristique aussi principale qu'elle est pauvre et même très pauvre. Je rappellerai à cet instant que la Réunion est un des territoires français parmi les plus pauvres. Après la Réunion, en pourcentage, il y a la Guyane et il y a Mayotte. Mais en 2022, donc des chiffres un peu plus récents que ceux qui vous sont proposés là, c'est plus de la moitié de la population qui est considérée comme étant une population pauvre. Vous avez sur cette iconographie donc 39% des Réunionnais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Je vais revenir tout à l'heure sur le niveau de ce que ça signifie réellement. Et moi, ce qui me touche véritablement beaucoup, dont 115 000 enfants. C'est-à-dire que vous avez 115 000 enfants qui aujourd'hui sont scolarisés et qui sont des enfants pauvres, c'est-à-dire que l'accès à l'éducation, qui est gratuite, certes, mais ils n'ont pas exactement le même accès que d'autres enfants, d'autres familles qui ne sont pas pauvres. Je veux dire par là, ils ont des effets scolaires, ils ont certainement l'accès aux livres, ils ont certainement l'accès à des loisirs qui sont complètement différents. Et cette pauvreté de la population est une caractéristique, et peut-être la caractéristique essentielle de la population réunionnaise, et qui, me semble-t-il, est un défi majeur, véritablement, auquel on est confronté aujourd'hui. Parce qu'être pauvre, c'est être mal logé. Parce qu'être pauvre, c'est avoir la difficulté de l'accès à l'éducation. Parce qu'être pauvre, c'est avoir une difficulté dans l'accès à l'emploi. Et donc, on a un cumul des difficultés en réalité qui est un défi bien évidemment très important. Or, je vous disais, le taux de pauvreté
il faut peut-être le définir, hein, c'est la proportion d'individus dont le niveau de vie est inférieur à 60% au revenu médian. Donc ça veut dire à La Réunion en dessous de 900 euros par mois. Et on peut même définir un seuil de grande pauvreté à moins de 690 euros par mois, moins de 690 euros par mois, et on a 13% de la population totale de La Réunion qui est touchée par cela. C'est-à-dire 120 000 Réunionnais qui sont touchés par cette grande pauvreté, donc avec des conditions de vie au quotidien qui sont véritablement très compliquées, très difficiles, et je le répète donc avec la difficulté d'accès à l'éducation et à l'emploi. Ces Réunionnais, en fait, sont bien évidemment répartis de façon inégale sur le territoire. Et ces écarts de richesse, en réalité, sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut observer en métropole. Les 20% des Réunionnais les plus favorisés disposent de 43% de l'ensemble des revenus disponibles, donc en gros 6 fois plus que les 20% les plus modestes. En métropole, c'est 4 fois plus seulement, donc on a des écarts de richesse plus importants à La Réunion qu'en métropole, et on le voit aussi sur les ressources en patrimoine, puisque les 10% les plus riches possèdent en moyenne 1 million d'euros de patrimoine, alors que les 10% les plus pauvres possèdent 1200 euros de patrimoine. Donc on a vraiment des inégalités de répartition de la richesse produite à La Réunion, ou reçue en tout cas par les ménages à La Réunion, qui est très importante. Et ce qui va m'intéresser, et c'est un travail remarquable qui a été fait là par différentes institutions publiques, c'est de voir aussi cette répartition dans les quartiers, pour essayer d'identifier, alors vous savez que ça a donné lieu à différentes politiques de la ville, des politiques de quartier, etc., qui ont montré leurs lacunes il y a quelques semaines. Il y a eu des rapports très durs de la Cour des comptes justement sur la gestion des fonds publics dans la résorption des problématiques par l'argent dans ces quartiers, parce que l'argent est un des moyens, mais ce n'est pas le seul. Et donc on a identifié une typologie, enfin on a réalisé une typologie des grands quartiers en 2015, ça n'a pas beaucoup changé depuis, hein, où on a des quartiers qui cumulent les difficultés socio-économiques, qui sont identifiés en rouge, et puis de l'autre côté complètement, j'allais dire, de l'échelle, les quartiers les plus aisés qui sont dans ce vert sombre que vous découvrez. Donc il y a 13 quartiers urbains très pauvres sur les 114 quartiers et des poches de richesse relatives. Alors on les observe sur Saint-Gilles-la-Saline, on les observe sur la Possession, on les observe sur une partie de l'étang salé Saint-Louis, sur le cœur de ville historique de Saint-Denis, sur Belle-Pierre et sur Montgaillard. Et puis, j'allais dire, de l'autre côté de l'échelle, comme je le disais tout à l'heure, des quartiers où la situation elle est très compliquée. Alors, j'ai pas besoin d'aller chercher forcément du rouge, hein. Je peux rester simplement sur le orange, sur des espaces par exemple comme Sillaos, Salazie ou le sud de l'île, où là j'ai des quartiers qui sont vraiment très pauvres et où je peux avoir des taux de chômage supérieurs à 50%. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ne travaillent pas que de gens qui travaillent sur Saint-Joseph, Saint-Philippe, Sillaos, et même quelquefois, vous voyez, dans les Hauts-de-Saint-Leu ou dans les Hauts-de-Saint-Paul. Et on a même des quartiers où on a les 2/3 des habitants qui ne travaillent pas. Saline-Néo, Grande-Fontaine, Basse-Terre ou le sud de Saint-Louis sont des espaces où les 2/3 des habitants ne travaillent pas. Pardonnez-moi, mais ça c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites là, parce que à la fois on a sur cette carte, finalement on s'aperçoit que quand on est effectivement éloigné des centres économiques, on a beaucoup plus fois on va être beaucoup plus souvent en dessous du seuil de pauvreté ou en grande pauvreté. Mais on s'aperçoit aussi dans ce que vous nous dites que là, vous avez des quartiers qui sont finalement pas très éloignés des centres économiques et qui cumulent en même temps les très grandes difficultés. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est peut-être une caractéristique. Alors, quand vous êtes à Salazie ou quand vous êtes à Sillaos pour vous rendre, ou quand vous êtes à la Saline-Néo pour vous rendre sur ces zones où il y a de l'emploi, c'est peut-être un petit peu difficile. Mais j'allais dire, ça part peut-être même de plus loin. Ça veut dire que un jeune qui naît à Sillaos, statistiquement, ça va être plus compliqué pour lui d'accéder, par exemple, au lycée ou à des études supérieures
que quelqu'un qui est né sur le centre-ville de Saint-Paul ou de Saint-Pierre. Et donc on a ce cumul mais on a la même chose hein, au niveau national. Je vais faire référence à un ouvrage très connu d'un géographe français qui s'appelle L'Archipel français, qui montre véritablement en fait, et on a un peu ça sur la Réunion. En fait, on a des tâches ici qui montrent véritablement des façons de vivre à La Réunion qui sont très différentes, parce qu'on a des écarts de revenus, des écarts d'accès à l'emploi, des écarts de richesse, écarts d'accès à l'emploi, des écarts culturels aussi, quelquefois, d'accès aussi à des équipements sportifs qui font véritablement de très grandes discriminations à l'intérieur de notre territoire. Et l'un des défis pour demain et pour 2050, ça va être d'arriver à concilier véritablement la résorption de ces difficultés pour les Réunionnais, et notamment pour les politiques réunionnais, d'arriver à concilier la résorption de ces difficultés, le rééquilibrage de ce territoire, pour que globalement on puisse continuer à vivre dans une société qui est aujourd'hui marquée quand même à La Réunion par une grande paix entre les différentes communautés. On a un des taux d'homicide les moins importants et souhaitons que cela dure bien évidemment. On n'a pas une grande insécurité et c'est tant mieux bien évidemment. On a une coexistence et un métissage et une créolisation de la société au fur et à mesure, et c'est bien évidemment tant mieux. Et donc l'idée c'est de se dire qu'ensemble on est peut-être capable d'arriver à relever la totalité de ces défis. De grands objectifs en tout cas, et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à franchir, hein, beaucoup d'obstacles à franchir avant d'y arriver. Alors bien, parmi les choses sur lesquelles vous travaillez, on a le plaisir de vous lire dans un des journaux de notre île, qui est le journal de l'île de la Réunion, où vous parlez justement chaque dimanche, je crois, hein, de la transformation de notre île. Et c'est vrai que c'est assez passionnant, parce que vous faites intervenir aussi des personnes, des témoins qui nous parlent de la Réunion longtemps. Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'est venu en fait de la comparaison de deux images, une photographie aérienne des années 50 et une image satellite d'aujourd'hui, pour voir un petit peu les différences sur différents territoires, de différents lieux de La Réunion, pour voir un petit peu l'évolution. Et puis surtout, le journaliste avec lequel je travaille là-dessus, Jean-Philippe Pluton, a eu la bonne idée d'aller lui-même chercher aussi des témoignages historiques qui racontent un petit peu justement ce passage en fait de La Réunion de 1960 à La Réunion d'aujourd'hui, et de voir un petit peu les grandes transformations de l'île. Et donc on fait un tour de l'île comme cela, tous ensemble, et qu'on partage avec les lecteurs. Et je trouve que c'est très enthousiasmant pour nous de pouvoir partager un petit peu le fruit de nos réflexions sur l'évolution du territoire. Ah ben oui, c'est passionnant. Bon alors, donc les jeunes générations, quels défis vont-elles relever alors? Je crois, pour synthétiser un petit peu, que elles ont cette idée que cette population elle va s'accroître. A priori, elle ne devrait pas diminuer ces prochaines années. Le territoire reste très attractif encore hein, pour l'extérieur, donc on ne devrait pas avoir des migrations importantes. Donc c'est le défi du vieillissement de la population. Comment accueillir dans notre société réunionnaise de plus en plus de personnes âgées et très âgées dans des situations de dépendance. Population qui est caractérisée aussi par sa pauvreté, donc des personnes âgées pauvres au minima vieillesse, où est-ce qu'elles sont logées, dans quelles conditions, comment elles font pour se nourrir, comment elles font pour accéder aux centres urbains dans lesquels on a les outils de soins, on a la possibilité d'aller dans des zones commerciales importantes, et donc surtout cette relation géographique et cette distance géographique entre le lieu de résidence et ces cœurs urbains où sont concentrés donc ceux-là. Et donc ça demande une réflexion prospective. On en appelle aujourd'hui à une discipline qui a un très joli nom, qui s'appelle l'intelligence spatiale. Vous voyez, donc j'ai un territoire donné, donc comment est-ce que je peux imaginer sur 2040 ou 2050 absorber véritablement ce vieillissement de la population, comment est-ce que je peux relever le défi de ce vieillissement, donc croissance, vieillissement, pauvreté, et continuer à être et à vivre dans une société harmonieuse.
Donc nous n'avons plus qu'à imaginer la réunion de demain. Donc, ce sont surtout les jeunes qui le oui. feront, et c'est à eux surtout véritablement de relever ces défis. Parmi eux, vous aurez sûrement certains de vos étudiants. En tout cas, je vous remercie infiniment, Monsieur Brial, vraiment pour ces séries d'émissions sur les cartes qui a été passionnante. Je ne doute pas que nous allons nous retrouver sur d'autres sujets. Merci à toutes et tous pour avoir assisté à ces émissions passionnantes. Vous pouvez nous retrouver à la fois sur la chaîne YouTube de l'Université numérique de La Réunion, sur le site de cette Université numérique de La Réunion et également sur sa page Facebook. À très bientôt à tous.